Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans l'Impro Ciné Critique, après avoir largement revu à la baisse le premier Insaisissable dont j'ai parlé il y a quelques semaines maintenant, eh bien il va être question du 2. Now You Can See Me Too, ça c'est la version originale dans son titre qui n'est plus réalisée par Louis Leterrier. Peut-être qu'on a plus donc de mise en scène grâce à John M. Chu. Je ne sais pas, c'est lui qui fera par la suite Wicked. Et d'ailleurs, une suite est prévue, je crois, l'année prochaine. Que je n'avais pas détesté d'ailleurs, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Au casting, bien sûr que nous retrouvons, alors, non pas les 4 cavaliers à l'identique, mais 3 d'entre eux, à savoir Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Dave Franco, puisque Isla Fisher ne pouvait pas tourner, elle était enceinte. Elle a été remplacée, non pas par une autre actrice pour jouer son rôle, mais par un autre personnage interprété par Lizzie Kaplan, qui ne sera pas dans le 3, parce que oui, il va y avoir un Insaisissable 3, il y aura le retour d'Isla Fisher, pourquoi pas, ça montre que dans cette saga, les femmes semblent interchangeables, aïe aïe aïe, c'est compliqué, mais bon. Nous avons également Mark Ruffalo, qui, spoiler du premier film, s'avère être le chapeauteur, un petit peu, voilà, celui qui est un petit peu devenu dans le 1, indirectement le leader des 4 cavaliers, parce que, voilà, fils de magicien, qui est mort sous ses yeux, presque, plus jeune, voilà. Et son antagoniste, qui est désormais en prison, est toujours interprété par Morgan Freeman. Nous avons la réapparition de Michael Caine, à un moment, et d'autres personnages interprétés par Sanaa Lathan, ou encore, tiens, quelques actrices-acteurs asiatiques, notamment la chinoise Tsai Shin, qui était d'ailleurs dans On ne vit que 2 fois, dont j'ai parlé, James Bond, il y a quelques jours, et Jay Chou, qui lui est taïwanais. Bon, parce que ça se passe à un moment en Asie, à Macao, pour être précis. Et donc, quelques semaines, quelques mois, années, on ne sait plus trop, après les événements du premier film, nous retrouvons nos 4 cavaliers, donc 3 puissants, parce qu'il y a eu un changement, qui reviennent sur le devant de la scène. Évidemment, c'est la surprise générale. Ils étaient un peu volatilisés, fait discret. Il y en a même un qui s'est fait passer pour mort, mais il n'est pas mort, celui interprété par Dave Franco, pour contrecarrer les plans d'une sorte de Elon Musk de l'époque, là. Le leader de la société Okta qui a, on va dire, la possibilité ici de créer quelque chose pour espionner. Bon bref, c'est Big Brother, quoi. Donc évidemment, en tant que défendeurs du peuple, ils vont interférer sur cette présentation, manipuler, hypnose, et prendre la scène pour ridiculiser ce riche milliardaire. Sauf que, au lieu de s'échapper comme prévu, pouf, 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 étrange, le conduit qu'ils entreprennent, oui, ce film m'a complètement déboussolé. Le revoir a été une petite torture, mais bon, je vais vite y revenir. Le conduit qu'ils devaient donc utiliser les mène à Macao. C'est absolument impossible. Ils n'ont pas pu voyager comme ça dans l'espace. Tant, peut-être. Oui, bon, vous l'avez compris, il y a une manipulation. En effet, ils vont se réveiller, mais bon, ils ne savent pas que quelques jours, quelques heures se sont déroulés. Ils ont été piégés par le rival de ce méchant milliardaire, qui est interprété, je ne l'ai pas dit, mais je le gardais pour ici, par Daniel Radcliffe, et oui, Harry Potter qui a bien grandi, qui reprendra une sorte de rôle à l'identique dans L'Affreux, le secret de la cité perdue, là, que je suis allé subir au cinéma il y a, je sais pas, 2-3 ans, bon, on ne sait plus. De toute façon, on a oublié ce film. Tout le monde a oublié ce film. Oui, ce film existe, mais bon. Et donc là-bas, il s'avère que ce méchant riche veut se venger de l'autre méchant riche, et il veut utiliser les 4 cavaliers, grâce aussi aux frères jumeaux de l'un d'entre eux, donc aussi interprétés par Woody Harrelson. Ça n'a aucun sens, comic relief absolu. Et derrière, tout ce qui va se passer est absolument inintéressant. En fait, le film, je l'ai trouvé assez inintéressant, parce que, vous voyez, on a un postulat qui reprend un peu les grandes ficelles du premier film. C'est un peu le ta gueule, c'est magique. Et c'est ce que j'avais reproché au premier Insaisissable, que j'avais vraiment apprécié la première fois, mais en le revoyant, tu vois les gros raccourcis. On n'y croit pas en la magie. C'est presque, justement, comme si c'était de la vraie magie, avec des effets spéciaux et tout. Et c'est pas ce qu'on attend d'un film, selon moi, sur voilà, ce côté organique de la manipulation. Avec, d'ailleurs, une mise en scène très pauvre de Louis Leterrier, qui se reposait que sur des montages et effets, donc au fait, on n'y croit pas, quoi. Voilà, un peu numérique et tout. Bon. On reprend à peu près la même idée, sauf que peut-être John M. Chu a un peu plus d'idées de cinéma dans son approche filmique. C'est peut-être
en cela, d'ailleurs, le paradoxe, c'est que si cette suite est encore moins intéressante que la première, elle est moins mauvaise, et encore, bon là je pèse mes mots, hein, sur le plan donc formel que le premier film, mais le problème reste le même en fait, puisqu'il y a toujours cette dynamique-là, et on joue trop ou sur le numérique, ou sur des effets de caméra qui bougent, etc. Donc, par exemple, il y a cette scène, à un moment, où ils doivent faire passer la puce et tout, avec la carte. Ah, c'est imbitable en fait. Au lieu de nous laisser un petit peu, avec la perspective peut-être, d'être blousé, on nous montre tout, caméra qui rentre dans les manches, etc. C'est lourdingue, c'est absolument relou. Bon, et voilà, après le côté un peu mission impossible, machin chose de la magie, ça va, ça vient, ça dure plus de 2 heures, c'est insupportable, et tu vois à peu près tout venir de toute façon là aussi, parce que t'as tellement été faussement surpris par le premier film, avec cette révélation là, donc du personnage de Marc Ruffalo, que là, comme tu t'attends à tout, au final, ce que tu vas avoir derrière, ça en est presque anecdotique. Mais je ferai mini-zone spoiler quand même. Vite fait, mais alors très vite fait. Bon, il y a cette histoire de l'œil là, qui serait à l'origine d'eux, qui mènerait donc la barque de cette magie plus ou moins ancestrale, cette voie un peu numérique et tout. En fait, c'est une manipulation, bon, on comprend très vite. Où est l'origine de cette confédération magique un peu ancestrale peut-être? On revient à cette magie d'antan à Macao dans ce magasin, mais en fait on n'y croit jamais vraiment au final, puisque le film veut à tout prix jouer sur l'aspect technologique, technique, numérique, jusque même dans son approche intrigue, c'est-à-dire que voilà, la science contre la magie, la science est meilleure que la magie, blablabla, blablabla. Et le film nous donne l'impression que justement la science numérique est plus forte que la magie dans cette mise en place de la mise en scène et des choses qui se passent à l'écran. Ça en est presque paradoxal, tant du coup sur l'approche cinéma, le film prend le parti du méchant qui est censé être dénoncé et combattu ici. Donc vous voyez, c'est là le vrai problème du film. Après, quand on nous ressorte le personnage de Morgan Freeman, bon, Michael Caine c'est secondaire hein, évidemment, mais c'était tellement facile et tellement tu comprends que bien sûr il va se passer des choses autour de cela. Pour le reste, acteurs, actrices font ce qu'ils peuvent. Bon, Lizzie Kaplan a été appelée un peu au dernier moment. Son introduction est amusante, là, on voit qu'elle maîtrise l'humour et la magie en même temps, donc pourquoi pas, mais comme il n'y a rien de développé autour de son background plus que cela, au final c'est vraiment secondaire de toute façon, hein. Les personnages féminins dans le 1 et le 2, au final. Bon, oui, il y a la patronne donc il est toujours le gars du FBI, là, Dylan, hein, Marc Ruffalo, mais il va vite être confondu, puisqu'au début, il va y avoir cette idée, ils vont être révélés au grand monde. Voilà, ils vont se faire piéger dans cette manipulation, dans cette hypnose du grand milliardaire, etc. par, donc, voilà, vous l'avez compris, son adversaire. Et derrière, bon, oui, on voyage un petit peu, il y a ce grand final Nouvel An, à Londres, mais là aussi, ça fait grand spectacle, en fait, c'est juste du film de grand spectacle qui ne sert qu'à être de la poudre aux yeux, et ça joue sur la poudre aux yeux, mais c'est tellement improbable et tout, alors oui, ils ont 8 coups d'avance peut-être, mais à un moment, il y a des choses qui rentrent totalement... On s'en fout, c'est du cinéma, vous allez dire, et c'est vrai, hein. Mais là, vu que ça veut jouer sur ça, on est dans les trucs qui sont absolument improbables, et il n'y a aucune logique, en fait. Donc, derrière, magie ou non, tu veux pas y croire, tout simplement, cette histoire. Ça veut jouer sur le côté rebondissement, thriller, un peu action, surprise et tout, mais comme il y a des incohérences à gogo, y compris dans l'idée de la magie, et ben le film ne tient pas la route. Mais comme le premier, c'est-à-dire que, par exemple, je vais pas être plus sévère que sur le premier film, où j'avais péniblement mis 5 sur 10 au revisionnage. Alors, moi, les notes, hein, je pourrais descendre à 4 si je veux, après tout. Mais là, je vais pas mettre moins, en fait. C'est pareil, c'est juste inutile, en plus. Mais je trouve qu'il y a peut-être parfois des meilleurs moments de mise en scène, bizarrement, même si c'est le problème de toute façon de base, hein, comme je l'ai évoqué, juste avant. Alors, spoiler, vite fait quand même, sur un truc, il s'avère que, oh là là, surprise, oh, pénible. Bon, déjà, l'œil... apparemment, oui, donc c'est le personnage des deux personnalités asiatiques, la grand-mère et son petit-fils, tout ça. Alors, voilà, on essaye de raccrocher aux origines de la magie, et encore, c'est survolé. Hein, voilà. Peut-être que ça va être un peu plus creusé dans le 3, je ne sais pas. Et donc, oh surprise, le grand rival joué par Morgan Freeman, donc était du coup l'ennemi du personnage de Marc Ruffalo, parce que celui-ci pensait que c'était le responsable de la mort du père, mais en fait, non, c'est son associé depuis le début, il jouait un jeu de grands jeux médiatiques. Mais là aussi, tu sens qu'il y a une forme d'incohérence quand même par rapport au premier film, parce que pourquoi, voilà, une fois en prison, il aurait très bien pu dire la vérité à Dylan, bien avant, à moins pourquoi, voilà, bah tiens, et pourquoi finalement révèle-t-il, là, à la fin là, plus
que à la fin du premier film, ou avant donc les événements un peu plus poussés du 2. Vous voyez, c'est juste comme ça. Donc, allez, hein, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dans le 3? Bonne question. Moi, j'anticipe quelque chose pour Insaisissable 3. On va apprendre que le maire de Dylan, donc, qui s'appelle Lionel Shrike, n'est pas vraiment mort. Il va réapparaître et non, j'ai fait un semblant de mourir, hein, je me suis caché depuis le temps parce qu'il y a encore un truc, une menace plus grande. Et évidemment, le personnage de Morgan Freeman, s'il revient dans le 3, hein, sera au courant, était le seul détenteur du secret et tout. Bon. Mais il y a voilà, des idées dans le symbole de l'œil. C'est pour ça que le film en soi est peut-être moins mauvais sur la mise en place scénique hein, que le premier. C'est qu'il y a cette idée de travail de l'œil avec cet escalier colimaçon où on voit l'œil avec la voix off, œil pour œil, qui fait écho à ce qui était disait au début, et on comprend rien qu'avec cette citation-là, on aurait dû être attentif, c'est de notre faute. Ah là là, attention, c'est un tour de magie le film, il faut voir le tour de magie, hein. Un tour numérique quoi. C'est qu'en disant cela dans sa voix off, le œil pour œil, ben, œil pour œil quoi. C'était des associés, l'œil et l'œil, et donc le personnage de Morgan Freeman a toujours été du bon côté, si vous voulez. Bon, il a sacrifié beaucoup de choses dans sa vie pour être du bon côté jusqu'au bout, hein, même des années, des mois, des années en prison. Voilà, mais ouais, j'anticipe que dans le 3, le père n'est pas mort, et il va revenir, et que peut-être, ou ça sera peut-être l'antagoniste en vengeance, ou non, il va y avoir une tension chez les 4 cavaliers, ou non, peut-être. Je ferme la zone spoiler. Donc, dans l'idée, le 1 ou le 2, au final, kiff-kiff, mais pas pour les mêmes raisons, peu importe, la question se pose. Irais-je voir le 3 au cinéma, qui sort, là, je ne sais pas, au moment où cette vidéo est publiée, quelques jours, quelques semaines, j'en sais rien, peut-être que la date a changé depuis, j'ai pas vérifié. Hein. Est-ce que je me ferai ceci en salle? Peut-être, peut-être pas. Ben là aussi, ça dépendra en fait de mon humeur, de ceux qui y a en face. Si il y a des films plus intéressants, ça sera un rattrapage plus tard, et c'est pas grave. Ce sera réalisé par Ruben Fleischer. Alors oui, il avait fait le premier Zombieland, puis depuis, c'est un peu la descente aux enfers, hein. Venom, Uncharted, même la suite Zombieland 2 était pas terrible. Donc je n'y crois pas plus que cela, même s'il peut mettre de la mise en scène, après tout on verra. Est-ce que ça peut revenir sur un côté plus organique en laissant le numérique de côté? Peut-être que ça serait la meilleure idée qu'on pourrait avoir sur le 3 en fait. Hein. Jouer moins sur le spectaculaire, et plus sur voilà, un côté The Prestige si vous voulez, mais bon, j'ai cette idée en tête. Si vous voulez voir un bon film sur la magie, il y a The Prestige, quoi. Il y en a d'autres, hein, mais voilà. Bref, bonne question. Bonne question. J'ai fait ma petite théorie potentielle sur le 3. Après tout, il va y avoir forcément un truc comme ça dans la zone spoiler. Quant au reste, je vous laisse seul juge. Est-ce que cette suite, vous la trouvez moins bonne que la première, à peu près équivalente, déceptive? Est-ce que vous aimez ces deux films de façon égale? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des fans d'Insaisissable 2, ils peuvent s'exprimer en commentaire. Et je finirai sur un truc, c'est très amusant de voir que John M. Chu fait ce film et fait des références au Magicien d'Oz, hein, le rideau, qu'est-ce qu'il y a derrière, tout ça. Après, il fera Wicked. Bon, il avait peut-être déjà ça en tête, après tout. Peut-être que c'est ça aussi, un grand fan. Même s'il n'est pas au scénario, il a peut-être rajouté ceci. Bon, après, la magie, Magicien d'Oz, hein, forcément, on pouvait ne faire qu'un lien. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao!